Merci pour cette question d'une importance capitale par vous me posez. Aujourd'hui, 65 ans jour pour jour, la RDC célèbre son anniversaire de l'accession à l'indépendance, à la souveraineté nationale et internationale. Messieurs les journalistes, il faut comprendre que nous parlons de la manière d'une personne qui dirait un enfant qui vient au monde, qui est né, qui grandit, qui totalise 65 ans. Il y a une grande personne, puis un responsable. Cette personne, à l'âge de 18 ans, il a terminé ses études. Cette personne s'est mariée, cette personne a eu l'emploi, cette personne a eu des enfants, cette personne a eu encore des petits-fils. L'air est au bilan. C'est la question que vous me posez. Mais par rapport au bilan, je voudrais que nous soyons positifs dans notre façon de critiquer les choses. Commençons par ce qui a marché. Vous êtes sans ignorer que les Belges ne voulaient pas nous donner l'indépendance. C'est pourquoi le professeur Van Bilsen a eu à écrire un livre. À travers ce livre, lui préconisait l'indépendance de la RDC après 30 ans. Ça veut dire, si vous prenez 1960 plus 30 ans, la RDC devait bien sûr accéder à l'indépendance en 1990. Vous voyez? Donc lui, il ne rêvait pas voir les Congolais libres. Ce qui a d'abord marché, c'est ce courage qu'a eu les Lumumba. Et les autres, bien sûr, les Kalonji, comme on les chante dans la chanson de l'indépendance Siacha, ils ont eu ce courage-là pour demander l'indépendance immédiate. Et ça, c'est déjà quelque chose de bien. Et qu'est-ce qui a marché depuis notre indépendance? C'est cette souveraineté qu'a la RDC. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous prenons l'intangibilité de nos frontières, l'intégrité territoriale et la souveraineté. Ça, c'est déjà une chose qui a marché. Ce qui a aussi marché, en dehors de cette longue période de la dictature, puisqu'il faut dire que depuis 1965 jusqu'en 1997, la RDC a vécu des périodes sombres de son histoire. Je dois y revenir. Mais ce qui a marché, c'est cette alternance au pouvoir sur base démocratique et civilisée. Les Congolais ont compliqué en tant que des êtres civilisés. Ils devaient accéder au pouvoir que par la voie des élections. C'est ainsi qu'avec l'accord de Sun City de 2006, de 2005, avec la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée dans certaines de ses dispositions et complétée en ce jour, la RDC organise les élections. On a eu au moins un cycle électoral de 4 étapes. Et il y a eu Joseph Kabila qui a accédé au pouvoir en 2006, qui était candidat à sa propre succession en 2011. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir en 2018 et en 2023, il était candidat à sa propre succession et il continue à être président et nous pensons qu'à l'aube de 2028, il y aura encore élection. Donc ça c'est déjà quelque chose qui a marché sur le plan politique. Sur le plan politique aussi, il faut aussi noter cette liberté d'expression, cette liberté d'opinion, cette liberté des syndicats et des partis politiques. Vous savez, avec l'impair parti-État, on n'avait qu'un seul parti. Mais avec l'avènement de cette façon d'organiser le pouvoir en 2006 jusqu'à aujourd'hui, il faut dire qu'il y a liberté d'expression. Je suis là au devant de vous, je m'explique. Il n'y a pas de traque. On ne traque pas. Vous rentrez chez vous, vous dormez. Moi, je rentre chez moi, je dors. On critique le pouvoir. L'air n'est pas derrière nous. Comme Félix Tshisekedi avait dit, je dois humaniser les services de sécurité de rendre professionnels. C'est quelque chose qui a marché. Nous avons la liberté syndicale, les partis politiques fédérés du jour au on en a jusqu'à 900 partis politiques. Ça montre réellement qu'il y a la démocratie, il y a l'expression. Qu'est-ce qui a encore marché?
il faut aussi dire que sur le plan diplomatique, nous avons fait des avancées significatives. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, après 30 ans d'exaction que nous avons subies et 18 millions de morts, auxquels s'ajoutent encore 20 000 personnes qui sont décédées avec l'entrée des AFC de Nanga et aussi M23 et les forces rwandaises et les forces congolais, nous venons de signer un accord historique. Cet accord vient redonner la souveraineté à la RDC. Cet accord vient nous donner la paix. Cet accord vient libérer la RDC du joug rwandais. Et cet accord, nous l'avons eu avec l'implication de l'administration Trump. Pas l'administration Biden, moins encore qui n'est pas. Puisque eux, ce sont des globalistes. Et ils sont les ténors de l'ordre dans le chaos. Ils sèment le chaos pour venir avec l'ordre. Mais Trump, il est le ténor du courant des souverainistes et il vient de respecter la souveraineté des nations. C'est ainsi que ça, l'administration, avec 3 personnes en vogue, le vice-président Vance, le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères Marco Rubio et son conseiller Massad Boulos. Ils se sont mis, ils ont pris l'ouvrage à cœur, ils ont bâti, ils ont façonné cet accord que la RDC et le Rwanda ont signé. Et si nous avons eu cet accord-là, c'est pour les avancées significatives dans ce qui concerne la diplomatie rationnellement agissante de Félix Tshilombo Tshisekedi à travers son Wazalendo, j'ai cité Wagner Kayihwamba. La RDC est élue membre non permanent du Conseil de sécurité. Ça veut dire parmi les 15 membres, les décideurs du monde de la RDC est parmi ces décideurs. Il fait sa rentrée, je voulais dire, sa rentrée victorieuse dans les concerts des grands. Dans la cour des grands, la RDC est là. Il faut compter désormais avec elle. Ça fait partie de ce que nous avons appelé la diplomatie rationnellement agissante de Félix Tshilombo Tshisekedi. La RDC, pour votre information, a empêché le Rwanda de prendre la présidence de CAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. C'est le Rwanda qui devait succéder, je crois, à la Mozambique, si j'ai une bonne mémoire, ou à la République centrafricaine. Mais je vous dis la vérité, la RDC a empêché au Rwanda d'accéder à cette présidence. C'est-à-dire, elle est écoutée sur le plan diplomatique. La RDC a isolé le Rwanda. Il l'a laissé seul. Aujourd'hui, le Rwanda, qui était une grande nation qu'on respectait, qui était même un modèle économique, comme on le disait autrefois, une économie bâtie sur le pillage de nos ressources naturelles, le Rwanda est isolé. Ça, c'est la diplomatie de Félix Tshilombo Tshisekedi. Qu'est-ce que encore nous pouvons dire de cette diplomatie? Nous étions dans un régime d'information pour payer les armes. Autrement dit, l'embargo. On est sorti de ce régime-là. En tant qu'un État souverain, nous pouvons payer les armes, avoir nos partenaires dans des échanges de techniques sécuritaires et dans l'organisation de l'armée. C'est toujours la diplomatie. Qu'est-ce qui a encore avancé? Oui, il faut que je dise quelque chose avancé du point de vue gouvernance. La RDC avait un budget qui ne dépassait pas 4 milliards de dollars. Il avait un reliquat en devise mis en Mandela de l'ordre de moins d'1 milliard de dollars. Aujourd'hui, le budget est passé de 4 milliards à 16 milliards de dollars. Et la RDC a des devises, des matelas en devises, ce qui montre quand même que nous avons une économie avec laquelle il faut compter de l'ordre de 5 milliards. C'est déjà une avancée significative par rapport à la gouvernance. Pour ce qui est de la gouvernance, vous êtes sans ignorer que la RDC, pour croire les conseillers en matière de lutte contre la corruption, l'ajustement des capitaux, le professeur Lozolo Bambi,
il avait déclaré tout haut, sans peur d'être contredit, que chaque année, 15 milliards de dollars échappaient à la RDC. Quand Félix Tshisekedi est venu au pouvoir, puisque nous parlons de la RDC aujourd'hui, messieurs les journalistes, il faut dire qu'il a activé l'IGF. Mais l'IGF existait. Mais l'IGF était brimé. L'IGF était mis dans les poubelles des oubliettes. Il jouait au fikirisme. Il a activé l'IGF, il a activé la Cour des comptes. Et avec ces deux institutions, on a eu à récupérer quand même beaucoup d'argent qui échappait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une budget de 16 milliards. Et ainsi, avec l'avènement de l'IGF, avec son contrôle a priori, a fortiori, l'IGF a amené qu'il y ait quand même la gestion cartésienne de nos ressources, puisque c'était le tchékelaï qui se faisait quand l'IGF n'était pas activé. Et aussi, il faut qu'on signale une chose, messieurs les journalistes. Du temps de Kabila, où il y avait des détournements, mais les détournements étaient assis sur la loi de l'Omerta. Personne n'en parlait. Puisqu'il faut vous dire qu'on a atteint les points d'achèvement. C'est aussi un élément clé dans la bonne gouvernance. On a atteint les points d'achèvement avec le gouvernement Kabila sous Mouzito, en tant que Premier ministre. Dans les programmes PTT, c'est-à-dire les pays pauvres plus endettés, on a atteint les points d'achèvement. Les points d'achèvement, ça disait quoi? L'argent qu'on devait au club de Paris, au club de Londres, aux institutions de Bretton Woods, comme remboursement, n'est-ce pas? On dégageait cet argent-là, on les gardait avec soi pour venir présenter des projets d'impact visible dans les domaines d'éducation, santé, agriculture, infrastructure. Mais vous savez ce que cet argent-là a eu à faire? L'argent est allé dans des poches de Mouzito, de celles-là qui géraient à l'époque, dont les Batatas, les Kabila eux-mêmes, et tous ces clans-là, Kabila s'est partagé cet argent des points d'achèvement. C'est pourquoi, du point de vue infrastructure, du temps de Kabila, c'était une lettre morte. Et aussi sur le plan infrastructure, puisqu'il faut en parler. Aujourd'hui, on est en train de relier la nationale numéro 1 par voie terrestre, par l'actuel pouvoir. Vous-même, vous voyez comment ça a été sectionné du côté Boma, du côté Mwanda, du côté Kikapa, du côté Kamwesha, Kananga, Kassa Oriental, vous allez du côté Mwenekitu, ainsi de suite. Vous avez aussi les travaux par rapport à notre national numéro 2, monsieur les journalistes. Pour ce qui est encore d'infrastructure, avec le programme de Peter 145 territoires, ce sont des projets, des méga-projets. Ces projets de 145 territoires nous permettent d'avoir des infrastructures aussi bien éducationnelles que sanitaires. Et c'est ainsi que vous vous rendrez vous-même compte que au jour d'aujourd'hui, quand vous allez un peu partout dans des territoires, vous trouvez des écoles qui sont construites. Ça, ce sont des choses qui ont marché par rapport à depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui où nous célébrons 65 ans d'anniversaire. Il y a aussi le secteur de la fonction publique qu'on a quand même rationalisé. Aujourd'hui, nous avons un fichier qui sait nous donner avec précision le nombre de fonctionnaires de l'État. Et ces fonctionnaires de l'État, pour la plupart, qui étaient déjà à l'âge d'être retraités, n'étaient pas retraités puisqu'il n'y avait pas de moyens. Aujourd'hui, on sait retraiter les fonctionnaires de l'État et on leur donne même leur prime de la passion. Ça, ce sont des choses qui ont été faites, qui ont eu quand même à nous donner des avancées significatives. Mais est-ce qu'il faut dire que tout reste rose? Non! N'allons pas dire que tout est rose. Tout n'est pas rose. Mais avant d'aller maintenant à ce qui n'est pas rose, il y a des gens à féliciter. Parmi ceux-là qui ont amené le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à arriver à ça. Vous verrez qu'avec les institutions de Bretton Woods, avec lesquelles on n'était plus dans un dialogue, aujourd'hui on vous dit qu'il y a la revue. Avec cette revue,
Voilà ce qu'on a trouvé. On a trouvé des avancées significatives. Si nous en sommes arrivés là, c'est le travail abattu par Nicolas Kazadinzouji, qui était le ministre des Finances. Il faut que nous puissions les féliciter, nous puissions l'encourager. Si nous sommes arrivés par rapport à la diplomatie, vous avez Madame Thérèse Kaikwamba qui s'est battue et nous en sommes arrivés là. En fonction publique, vous avez notre ministre Liao qui a fait un travail de grand. La justice aussi, elle a poursuivi des réformes et ces réformes sont en train de porter des fruits. Vous savez que les vrais dits à la justice étaient payés aux magistrats, mais aujourd'hui, on sait aller payer ses frais au guichet unique et il y a quand même l'argent qui entre dans la caisse de l'État. Ça, ce sont des travaux abattus par l'ex-ministre Constant Moutard. Et nous les félicitons puisqu'ils ont compris la logique de leur président. Ils l'ont aidé et nous sommes arrivés là. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, la première des choses qu'on se le dise en face, nous avons des politiciens qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Nos politiciens, pour la plupart, ils ne font pas la politique pour l'intérêt général. Ils font la politique pour l'intérêt individuel. Comment voulez-vous, messieurs les journalistes, Kabila a signé un accord suicidaire avec CNDP le 23 mars 2009. Et nous arrivons en 2012-2013, Kabila signe un accord encore suicidaire avec ces gens le 23 mars 2013. Lequel accord? L'accord qui donnait, qui était en train d'aliéner, qui bradait notre souveraineté. Puisque quand vous lisez cet accord-là, on vous dit que M23 va donner ces éléments à lui, qui sont des civils, qui ne sont pas des militaires. Moyennant leur grade, on va les intégrer dans l'armée par les principes de brassage et de mixage. Les personnels administratifs de M23, ils doivent avoir la nationalité congolaise. Ils ont le droit de briquer des postes ministériels, des postes dans les services de sécurité, ANR, DGM, et ainsi de suite. Des MIAP, ainsi de suite. Et ces mêmes personnes, ils doivent aussi être affectés, aussi bien à Goma et à Bukavu, pour gérer cela comme zone sinistrée. Et cela a amené quoi? A amené au pillage de nos ressources, des sous-sols, et ça enrichit d'une manière illicite le gouvernement rwandais et les individus. Vous comprenez que les politiques congolais, jusque-là, ils sont tipides. Ils ne font pas la politique pour l'intérêt général. Bien qu'ils fassent tout le bruit à la longueur de la journée, qu'ils aient des partis politiques avec des statuts, qui ont des idéaux, qui sont prêts à nous vendre les paradis, mais il faut dire que cette façon de faire la politique, ils le font pour leurs propres intérêts. Qu'est-ce qui n'a pas encore marché? On n'a pas une armée républicaine qui soit ici. Le professeur Chibangalala tenait une conférence sur la problématique de nos frontières avec le Rwanda. En conclusion, il a dit, on ne respectera que quand nous aurons une armée républicaine et qui soit ici. Notre armée est infiltrée. Les personnes qui sont dans cette armée, pour la plupart, sont des civils. Ce ne sont pas des militaires. Ils n'ont pas suivi la formation militaire. Ils ne peuvent pas nous aider. Donc, vous comprenez que nous avons une armée non seulement infiltrée, mais fragile, incapable de défendre notre souveraineté, incapable de défendre notre territoire si nous sommes agressés. Exemple éloquent, vous avez vous-même vu, quand AFC de Nanga et l'M23 ou bien les forces rwandaises sont venues sur le sol congolais, il fallait voir comment les généraux étaient en train de fouiller. Quelqu'un vêtu en tenue militaire, mais il apprend que les M23 arrivent, il prend fuite. Mais ni Tété, je dis bien ni Tété, les Ouazalènes, que nous pouvons encore féliciter. Ces jeunes gens qui ont compris que les Rwandais arrivent, ils violent nos mamans, ils violent nos sœurs, ils nous tuent. Fuir, ça ne sert à rien, autant se battre. Mais nous allons nous battre comme des républicains. Ce sont ces jeunes gens qui ont arrêté l'hémorragie. Aujourd'hui, on va vous dire que Tshisekedi a armé les Ouazalendo contre leurs frères de l'Est, c'est un tribaliste. Non!
il n'est pas tribaliste. Ce sont ceux-là qui étaient en train de vouloir jouer la politique de l'Autriche qui regrette aujourd'hui, puisque les Wazéliens sont venus quand même en renfort avec cette armée qui doit être une armée à réorganiser, une armée au sein de laquelle nous devons avoir que les républicains et les Congolais et qui doivent être formés pour que nous ayons une armée qui soit vive et républicaine. Qu'est-ce qui n'a pas encore marché sur le plan politique? C'est avec tout ce qu'il y a eu par rapport à cette guerre, plusieurs politiciens ont été mis à découvert. Donc, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Moïse Nyarukabu, Bissimwa de Bertrand, Bissimwa de Willy Nkoma de Makenga. Je peux vous citer beaucoup de gens. On croyait qu'ils étaient des politiciens pour la RDC, mais ils étaient en train de jouer les jeux de l'ennemi. Pour preuve, ils sont allés avec Yahya Bin Karoubi, qui vous dit que les objectifs de M23, ce sont les mêmes objectifs poursuivis par Joseph Kabila, mais qui était un sénateur à vie, qui jouissait d'un statut spécial, qui lui garantissait la sécurité, qui lui donnait des garanties sur le plan social, qui lui donnait des garanties même pour ses mouvements, qui lui donnait même une certaine notoriété. Mais tous ces gens ont été mis à découvert. Nous avons compris que nous avons des politiciens qui jouent au chat, à la souris. Et ça, ce ne sont pas des politiciens qui aiment les pays, qui sont patriotes. Donc, nous avons un problème trop important du patriotisme. Pour la plupart, nous ne sommes pas des patriotes. Nous sommes des gens qui travaillent contre leur nation. Alors, il y a aussi d'épingler les détournements. Ce n'est pas puisqu'on a activé IGF qu'on parle de détournement. Non, on parle de détournement puisque IGF est là et Cour des comptes. Mais les détournements sont là. Si vous lisez plusieurs rapports, vous verrez qu'il y a eu trop de détournements en RDC. De quel montant? Des montants en termes de millions. J'avais eu à faire une émission où j'avais cité des millions de dollars qui sont détournés par l'homme politique congolais. Quand quelqu'un arrive à détourner 1 milliard, 400 millions de dollars américains pour les projets 1000 écoles. Vous voyez ça? 1000 écoles par an, 1000 écoles par an. On détourne une somme d'argent allant de l'ordre de 1 milliard quelque au détriment des citoyens land. Quand on va vous détourner une somme d'argent de 400 millions de dollars qui était orientée pour construire des stades municipaux, c'est-à-dire dans chaque territoire, on devait avoir quand même un stade pour la promotion du sport, pour l'encadrement de la jeunesse. On détourne cet argent. Quand on détourne une somme d'argent de 300 millions de dollars pour Copirep, c'est une structure d'études et de projets et qui est en train d'accompagner les sociétés. L'AMIBA est là. La certification de ces minéraux, c'est Copirep qui fait ça. Mais à ce niveau-là, l'argent qui a été injecté là-bas, on détourne. Il y a bien d'exemples qu'on peut vous donner et ça fait mal. Ça là, ça n'a pas marché. Ça montre réellement que la RDC entre les mains de ses fils, il y a eu à manger, à boire dans leur comportement. Et conséquence, c'est quoi? Les individus sont plus riches que l'État lui-même. Les projets de maisons d'urgence, là, des maisons, quand vous allez à Pemkao, là, vous trouvez des maisons délaissées, abandonnées, des maisons préfabriquées, délaissées, abandonnées. Mais celles-là qui avaient géré ces projets-là, il y a même celles-là parmi eux qui sont en train de nous diriger, qui ont des grands postes de responsabilité. Donc, comme si les malins ne pouvaient pas blesser monsieur les journalistes. Donc, tout ça, ce sont des choses que nous devons encore revoir. Qu'est-ce qui n'a pas aussi marché? C'est la qualité aussi de notre enseignement. On est en train de perdre. Vous verrez que, d'abord, les infrastructures même de l'enseignement, on est en train de le faire comme je l'ai montré avec les projets là, de Félix, de Pedro 55 territoires. Mais il y a encore des choses à faire. La personne de l'enseignant, on lui paye combien? La personne de l'enseignement est-elle recyclée à chaque moment, à tout moment, pour que nos enfants soient bien encadrés au niveau de l'université?
Est-ce que les recherches sont appuyées par l'État? Vous prenez un exemple, puisque je suis en Boujima. Vous avez l'abbé de Chibaka qui est à l'UM, que je salue en passant. Il fait quand même un travail encourageant. Pour le personnel enseignant, il exhorte ces gens-là à faire les masters, à faire les thèses. Mais nous avons le ministère des recherches scientifiques. Est-ce que ces ministères-là peuvent nous dire combien d'argent qu'ils disposent de budgétiser pour encourager, soutenir les recherches? Et même s'il y a cet argent, on l'utilise comment? Donc, les gens qui font des recherches pour quand même lever les niveaux scientifiques, monsieur le journaliste, sont pris pour compte. L'argent est utilisé à autre fin. Et comment aurons-nous un personnel de qualité qui peut encadrer la jeunesse montante? De ce côté-là, nous demandons, vous êtes bien suivi votre chaîne, nous demandons au chef de l'État, avec son gouvernement, avec ses ministres qui, quand lui vient pour les scientifiques c'est pour sa famille et pour ses beaux frères et ses amis, permettez-moi de dire ça, de bien pouvoir mettre les paquets, les distribuer aux universités et aux centres de recherche, INERA, INRB et autres, qui se concentrent réellement qu'il y a la volonté de soutenir la recherche, monsieur le journaliste. Puisque en se recherchant, nous devenons un peuple qui a quand même une technologie appropriée. Donc ça n'a pas marché aussi de ce côté-là. Oui, je suis déjà dans les KFR, puisque ce qui n'a pas marché, c'est beaucoup qu'en les citant, ça fait mal. En les citant, ça fait mal. Ça va nous amener dans une situation de non-État. On va se demander si réellement nous sommes un État. Ça peut même nous amener à faire remise en question si nous sommes un État souverain. Allons-y. Mais pourtant, nous sommes un État souverain comme je vous ai montré. Ça a marché dans ce qui a bien marché. Maintenant, dans que faire, je disais ceci. Comme nous avons épinglé plusieurs mots de détournement, voyez ça, les niveaux d'études, voyez ça, nos infrastructures posent encore problème. Maintenant, et aussi l'homme politique congolais qui ne travaille pas pour l'intérêt général, qui travaille pour son propre compte. Il y a de quoi former l'homme politique congolais. Il y avait un ex-président, je crois, canadien, qui disait que pour lui, il fallait qu'il qu'on crée une école où on doit former les politiques africains. Puisque Obama, en venant, il avait trouvé qu'en Afrique, il y a des hommes forts et des institutions faibles. Et lui, Obama avait besoin des institutions fortes et des hommes faibles. Et ce président-là lui avait dit, pour en arriver à là, il faut former l'homme politique. La politique, c'est l'art de gouverner. Ce n'est pas l'art des mensonges. On ne peut pas gouverner si on n'est pas compétent, si on n'a pas de prérequis, de préacquis. C'est ainsi que nous proposons que l'homme politique congolais cesse de travailler pour son ventre, qu'il travaille pour l'intérêt général. À ce moment-là, nous proposons quoi? Que la loi portant le financement des partis politiques existe déjà. Nous demandons au gouvernement de financer, d'apporter des subventions aux partis politiques. Avec ces subventions-là, les partis politiques peuvent s'organiser pour former les cadres pour que nous soyons d'abord des politiques patriotes. Que la patrie passe en avant-plan, que nos intérêts viennent en arrière-plan. C'est la première des choses. La deuxième des choses, nous devons faire de manière à ce que toutes les ressources financières qui nous échappent doivent être encore plus mobilisées et canalisées. Puisqu'il y a un problème. Mobiliser, c'est une action. Canaliser, c'est encore une autre. Mais on peut beaucoup mobiliser, mais maintenant la canalisation pose problème. On a mobilisé 100%, bien 99% des recettes qu'on devait avoir, mais on canalise 40%. Et 45% entrent dans les poches des individus qui deviennent des hommes forts, qui régiment. Ça, c'est encore un problème. Autre problème, nous devons faire à ce que notre armée devienne une armée républicaine qui choisit. Une armée bien équipée, c'est ainsi qu'il faudrait que nous ayons un budget conséquent. Félix Chilombo a déjà eu des milliards, il nous en faut encore plus. Autre chose, notre agriculture, notre domaine agro-pastoral, nous avons des milliers d'hectares de terres arables. Nous sommes un peuple affamé. Notre politique en matière agro-pastorale
n'est pas une politique bien claire. Or, avec les accords de Maputo, chaque État devait avoir un budget, je crois, de l'ordre de 10 à 15% de son budget qui est consacré à l'agriculture, l'élevage, pêche et pisciculture. Mais est-ce qu'à notre budget de 16 milliards, notre budget par rapport à ce secteur-là est de combien? Il y a des efforts à fournir, puisque si nous arrivons à donner même un 10% à ce secteur-là par an, comme nous avons un budget de 16 milliards, on aura au moins 1,6 milliard de dollars pour la politique agricole. On peut même arriver à faire des banques agricoles et de développement. À ce moment-là, ces banques pourront accompagner les citoyens lambda qui sont dans le secteur agro-pastoral, qui n'ont pas d'appui, qui n'ont pas d'accompagnement, et tout ce qu'ils vont produire, l'État viendra quand même poser son veto et fixer les prix. On peut même aller à la transformation de ces produits-là. Donc, c'est quelque chose qui doit être fait. Alors, comme notre maladie, la maladie congolaise, c'est à la fois la route, comme j'ai dit, la route, à la fois à manger, vous voyez ça, à la fois la sécurité, il est mieux aussi que nos infrastructures de base soient quand même des infrastructures. Vous savez pourquoi aujourd'hui, j'ouvre une brèche, les magistrats, quand ils passent leurs tests, on l'affecte seulement chez nous à Niabi ici. Les magistrats ne savent pas partir là-bas pourquoi? Pour être avec ces justiciables. Vous savez pourquoi? C'est le problème des infrastructures. Quand il va aller là-bas, il va dormir à côté. Mais si on construit des infrastructures de l'État qui sont pour les magistrats, pour les médecins, pour les agricoles, les moniteurs, les ingénieurs agricoles, aussi pour les personnels médicaux, vous verrez que ces gens-là ne seront pas dans la ville. Ces gens-là, ils iront rester là-bas puisqu'il y a du courant, il y a des conditions de logement requises. Donc, ça va les pousser à rester avec les citoyens et les rendre les services qu'il faut. Mais ils sont dans des centres-villes où il y a une bonne vie, entre guillemets, qui n'est même pas bonne vie, mais acceptons-les comme ça. Alors, on doit terminer cette maladie de la route, de l'infrastructure. On doit terminer cette maladie de la sécurité. On doit terminer cette maladie de ventre. En ce moment-là, comme vous voyez le triangle de Maslow, il y a des besoins primaires qui sont manger, se loger, se vêtir, ainsi de suite, jusqu'aux pyramides où il y a des besoins de cerveau. On deviendra cerveau, on deviendra une grande nation dans les concerts des nations, que si on arrive à résoudre des problèmes réglementaires, élémentaires de notre survie. De cette manière-là, nous serons fiers de dire que nous allons léguer une nation forte à notre postérité. Pour terminer, nous félicitons les chefs de l'État, Félix Tshisekedi Tshisekedi, qui s'est battu, un diplomate rationnellement agissant et qui a terrassé Paul Kagame, qui était un modèle d'une économie, comme on disait autrefois, d'une économie forte, un modèle à suivre. Mais Paul Kagame n'était pas un modèle d'une économie à suivre, puisque son économie était assise sur le sang, sur les pillages, sur les bradages de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Maintenant que nous allons renaître de nos cendres comme oiseaux Félix, nous croyons que la RDC a encore des choses à faire pour revenir véritablement une grande nation au sein des nations. Mais je lui demande une chose, qu'il puisse quand même bâtir un monument pour notre ministre des Affaires étrangères, Thérèse Raïpamba, au ministère des Affaires étrangères, qu'il le fasse à Malakit. Et ce monument-là, chaque fois que nous le verrons, nous verrons l'accord de paix, l'accord historique signé entre la RDC et le Rwanda. Et voilà ce que je peux dire, monsieur. Monsieur le journaliste, je réplique à cette vidéo TikTok de l'homme de M23. Je crois que nous tous nous devons suivre son analyse, prise la folie et la frustration. Je m'en vais lui dire ceci. Quand vous ne savez pas interpréter l'esprit et la lettre d'une loi, d'un contrat ou d'une convention, il ne faut pas prendre les risques de dire n'importe quoi. Notre monsieur dit que l'accord signé de paix entre Rwanda et RDC, c'est une victoire pour AFC M23.
Mais c'est malade. Au lieu qu'ils comprennent que c'est la fin de AFC-M23, lui, il fait le contraire. Je vais lui dire quelque chose. De la même manière que les États-Unis avaient décidé de mettre fin à la guerre en Angola pour tuer Savimbi qui ne comprenait pas que c'était la guerre qui était terminée, on lui demandait d'aller faire la paix avec les pouvoirs de Luanda. C'est de cette même manière que la FC et M23 vont disparaître. Et tous les ténors de FC M23, s'ils ne comprennent pas, ils vont être tués à la manière de Savimbi. Il dit que dans cet accord, il n'y a pas, là où on a parlé que le Rwanda doit retirer ses militaires sur le sol congolais. Mais c'est un fou. Il ne comprend pas. Pour lui, il fallait que dans l'accord qu'il y ait les termes retirés. Non, je dois lui dire ceci. L'accord de paix entre la RDC et le Rwanda est en train de parler de l'intégrité territoriale de la RDC. Cela ramène à dire que le Rwanda, comme un État souverain, il ne peut pas être là avec ses militaires sur le sol congolais. Et j'évolue, on parle de désengagement. Le désengagement voudrait dire ceci. Comme le Rwanda avait engagé ses forces armées sur le sol congolais, il doit maintenant faire quoi? Les ramener sur son sol. Donc, notre ami va comprendre que par rapport à ce qu'il a dit, en premier lieu, il se trompe. Deuxième chose, il dit, on a dit que ce qui se passe à Doha, à Qatar, va compléter cet accord, mais il ne comprend rien. L'accord de paix que nous venons de signer reflète ce qu'on a appelé le processus de Luanda. Le processus de Luanda privilégiait un accord entre la RDC et le Rwanda. Maintenant, ce qui se passe à Doha est assis sur le processus de Nairobi. C'est un processus qui voudrait bien que la RDC, en tant que gouvernement, puisse prendre bec avec tous les groupes armés. Et quand il prend bec avec tous les groupes armés, c'est pour leur cantonnement. Ça veut dire ce qui va sortir de Doha ne se fera que sous cette logique-là. On va cantonner les forces de AFC et les forces de M23. Pourquoi on va les cantonner? C'est puisque tout le monde là n'est pas congolais. Ceux qui sont congolais, on va les mettre de côté. Ceux qui sont rwandais, ils vont rentrer chez eux. C'est ainsi que ceux qui restent congolais, ils ne vont pas être mixés et brassés dans l'armée congolaise. Ils vont aller dans les programmes de démobilisation et réintégration. C'est-à-dire les civils qui vont aller mener leur vie normale. Troisième point, il dit qu'ils vont aller se cantonner à Loya. Oui, nous les attendons qu'ils aillent se cantonner à Loya, mais qu'ils n'oublient pas, la RDC, en tant que pays, il a toutes les prérogatives possibles d'attraquer tous ceux-là qui sont comme forces négatives, rebelles, qui viennent perturber la quiétude, qui viennent perturber la tranquillité. Donc, qu'ils s'attendent au fait de la RDC en tant que gouvernement qui traque ceux-là qui vont violer les accords, que ce soit l'accord de paix Rwanda-RDC. Là, il y aura des alliances avec des forces des États pour traquer les éléments de Rwanda sur le sol congolais. Par rapport aux rebelles, le gouvernement congolais avec son armée, il va les traquer et il va les éliminer. Quatrième point, il nous parle que Tshisekedi fait la mauvaise gouvernance, c'est un tribaliste. Non, monsieur, attention. Votre chanson de tribalisme là, vous l'avez seulement pour votre haine à l'égard de Tshisekedi qui gère ce pays comme Kassaïen. Vous n'avez jamais voulu des Kassaïens. Nous connaissons. Vous parlez de tribalisme. Est-ce que Kamere qui se retrouve aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, il est Kassaïen? Samuel Okonde qui se retrouve aujourd'hui président du Sénat, il est Kassaïen? Le ministre de l'Intérieur, il est Kassaïen? Le monsieur qu'on vient de nommer récemment en remplacement de Gilles Alinketi, il est Kassaïen? Le ministre des Finances, Doudou Famba, il est Kassaïen? Nous pouvons citer bien des gens pour vous montrer que vous trompez. Mais du moment où vous êtes en train de gérer ce pays en tant que les gens de l'espace soyez le fond. Premier ministre, Madame Toulouka, il est Kassaïenne? Elle est Kassaïenne? Mais vous avez fait un gouvernement où les Swahilophones occupaient tous les postes stratégiques du pays. À commencer par le chef de l'État qui est de l'espace Swahiliphone, le premier ministre Matata Mpogno, il était d'où? Son ministre de l'Intérieur était d'où?
Son ministre de Défense, il était où? Celui des Finances, il était d'où? Celui du budget, il était d'où? Le président à l'Assemblée nationale, il était d'où? Le président au Sénat, il était d'où? Vous voyez comment Tshisekedi vous a confondu. Puisque vous voulez parler de la mauvaise gouvernance. Mauvaise gouvernance, c'est Tshisekedi qui est en train de décrier, de dénoncer le détournement et qui est en train d'arrêter les gens. C'est Tshisekedi qui vient de renforcer le ministère de la Justice. Non, monsieur, vous savez ceux qui ont mal géré ce pays, vous les connaissez, qui sont allés même signer un accord suicidaire qui a bradé la souveraineté de la RDC. L'accord M23 et le régime Kabila, c'était un accord suicidaire qui était là pour les avantages du Rwanda. Au budget de ce pays, on nous a montré, carte sur table, comment on donnait 66 millions de dollars par mois au gouvernement rwandais, donc qui était budgétisé en RDC au motif des efforts de guerre. Quelle guerre Rwanda a mené à notre avantage pour laquelle on devait le payer? Vous les gens d'AFC, vous les gens d'M23, comme qui dirait que l'on joue à Moulombe Moubé, vous devez disparaître, vous allez disparaître. On va vous tuer, vous allez être tués. Attendez, vous allez être tués, ce n'est pas de la blague. Cet accord que vous interprétez pour besoin de causes non illicites, vous l'interprétez à un fou, à une personne qui n'a pas la culture d'interpréter les textes. Ça montre en suffisance que vous ne maîtrisez même pas l'esprit et la lettre de l'accord. L'accord oblige au Rwanda de respecter l'intangibilité de nos frontières. L'accord parle des désengagements du Rwanda sur le sol congolais. Autrement dit, tous les militaires rwandais doivent partir. Le Rwanda doit respecter nos frontières. À défaut de quoi, vous serez traqués jusqu'à votre dernier retranchement.